Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre que j'ai le plaisir de vous proposer. Pensez à vous abonner, pensez à commenter intelligemment si je puis dire, en tout cas en toute bienveillance, parce que c'est comme ça que l'on construit ces émissions, qu'on fait progresser nos productions. On a besoin évidemment de connaître vos retours et on lit à chaque fois tout ce que vous nous préconisez. Je suis ravi d'accueillir une personnalité que vous connaissez sans doute au travers de son visage et puis parfois de ses prises de position sur le plateau de télévision d'M6. On va y revenir dans un instant, c'est un entrepreneur. C'est aussi un investisseur qui a créé sa première société en 1996, si je ne m'abuse. Et puis évidemment, les choses se sont enchaînées à devenir un leader mondial dans sa catégorie. Et puis, eh bien, il a décidé de participer à une émission qui est devenue une émission célèbre aujourd'hui sur M6 qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Alors, pourquoi est-ce qu'on parle sur une chaîne du bien-être, du développement personnel et parfois de la spiritualité d'un chef d'entreprise? Eh bien, parce que son parcours est inspirant et j'avais très envie de l'accueillir aujourd'hui. Éric Larchevêque est installé sur le canapé. Et bien installé, merci de me recevoir. Merci beaucoup Éric, merci d'être là. Quand on le voit à la télévision, on se dit Éric est grand, mais il est très grand. Combien vous mesurez? 1m93, oui. 1m93, bon. Merci d'être là. Je suis très content, vous avez quitté pendant quelques heures votre Sologne pour venir à Paris. Voilà, j'ai laissé mon tracteur porte d'Orléans et, Porte d'Orléans. Et me voilà. Dites-moi, juste une petite parenthèse, vous avez mis des chaussures. Oui. Alors que je sais que vous n'aimez pas particulièrement les porter. Tout à fait, mais en général je les retire et j'aime bien être en chaussettes. Mais ça veut dire que dans toutes vos entreprises, vous bossiez en chaussettes? Alors pas tout le temps, mais souvent j'étais en chaussettes et c'est cette liberté que j'aime bien avoir. Ouais. Et oui, alors, tout à fait. Vous dites précisément, un entrepreneur en chaussettes, c'est le pinacle de la liberté, c'est l'incarnation du bonheur. Oui, tout simplement. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour pouvoir se sentir bien. Juste la possibilité, la volonté de retirer ses chaussures et de se dire j'ai retiré mes chaussures et c'est pas grave. Ouais. J'ai remarqué que les grands, en tout cas ceux qui avaient monté des empires sur le plan industriel, comme les Steve Jobs et autres, sont souvent dans une tenue extrêmement minimaliste. Il n'y a pas d'accoutrement, de costume 3 pièces, cravate, etc., etc. Vous, c'est la même chose? Ouais, c'est vrai que j'aime pas passer du temps à choisir mes affaires et je suis plutôt... alors je pousse pas jusqu'à Steve Jobs d'acheter une tenue et d'en acheter 10 pour ensuite toujours porter la même chose. Mais oui, c'est un peu dans cet esprit de vraiment s'habiller basiquement. Mais bon, je pense que costume 3 pièces, ce serait sympa. Donc, c'est pas mon cas, mais en tout cas, ce serait cool. Alors, bienvenue en toute déconstruction. Je voudrais montrer cette photo parce qu'elle est devenue évidemment emblématique. On va la mettre plein cadre. C'est cette fameuse émission d'M6. Ça a changé beaucoup de choses, le fait que vous soyez comme ça visible à une heure de grande écoute, comme on dit. Bien sûr, ça a changé pas mal de choses. Avant, j'avais une certaine visibilité dans les milieux de l'entrepreneuriat, un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais le fait de passer à la télévision, ça change tout. On dit que plus personne ne regarde la télé, et c'est pas vrai. Le fait de passer à la télévision, c'est vraiment un cran au-dessus par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à YouTube, par exemple. Peut-être parce qu'il y a une sorte de magie encore de la télévision qui n'est pas complètement éteinte. Donc oui, bien sûr que ça a changé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a eu un revers de médaille de cela? Non, encore. Encore, ouais. Il y en a peut-être à un moment, mais non, pas eu de revers de médaille. J'ai aussi la chance d'habiter en Sologne, dans une forêt, tranquille. Donc la plupart du temps, je suis quand même au milieu des bois, donc personne ne vient m'embêter. Mais c'est vrai que le revers de la médaille, on pourrait dire, c'est le fait de ne plus passer inaperçu quand on prend le métro, quand on se balade. Bon, et encore, moi, c'est un niveau très, très, très faible, mais j'imagine que les personnes en fait, qui sont vraiment célèbres, je vois en fait, ce qu'ils doivent laisser, ce qu'ils doivent abandonner. Et c'est vrai que c'est quand même... c'est pas simple du tout, en fait. Ouais. Alors, je n'ai pas suivi toutes les émissions d'M6 avec cette thématique qui veut être mon associé. Le principe, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est tout simplement qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui se présentent à vous devant... Ou moins jeunes. Ou moins jeunes, effectivement, qui ont un projet, en tout cas, qui est déjà abouti. Oui, qui existe déjà, avec des revenus. Voilà, et qui cherchent, évidemment, des investisseurs. Ils sont prêts à lâcher une partie de leur capital pour que vous puissiez vous investir si l'idée vous séduit. Et ils ont quelques minutes pour passer devant ce jury que vous formez avec vos autres acolytes. Je n'ai pas tout suivi, mais vous avez beaucoup investi? Alors, collectivement, oui, je pense qu'on a beaucoup investi, au-dessus des 10 millions d'euros. Largement, une saison, ça peut être 4-5 millions d'euros. Là, il y a déjà eu 4 saisons, une 5e saison qui arrivera en 2025.
Donc oui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements et de nombreux entrepreneurs, de nombreuses entreprises ont été accompagnés par moi et mes camarades. Parce que c'est la question qu'on se pose. Il y a véritablement un suivi derrière, c'est-à-dire que lorsque c'est pas juste un coup de je mise pour faire beau pendant la production, Non, il y a un vrai suivi il y a un derrière. vrai suivi et du reste, on peut voir le témoignage des entrepreneurs parce que ce qu'on voit en réalité à la télévision, c'est juste le début d'une histoire qui commence et qui va durer des années, 5 ans, 10 ans, c'est le temps qu'il faut pour une entreprise Ouais. pour arriver en fait, à une exit, à une revente ou simplement une cessation d'activité parce que c'est la règle du jeu. Mm. Même si on va investir, même si on va accompagner, parfois ça Mm. ne suffit pas. Mais oui, bien sûr, tout est réel, c'est notre argent personnel que nous investissons, il n'y a aucun acteur, C'est c'est la ça. réalité. Ouais. Et après, bien sûr que c'est beaucoup de travail. Ouais. Alors on va voir, on va parler de votre parcours de vie. Vous, l'ancien grand timide, incroyable. Oui, c'est vrai que, Non mais oui, oui, grand timide, oui, tout à fait. Ouais. Pas forcément à l'aise socialement. Aller demander à un vendeur une information sur quelque chose, pour moi, ça a très longtemps été très difficile. incroyable ça. Et aujourd'hui, oui, me voilà. Alors, vous avez écrit cette petite Bible qui est franchement pour tous ceux qui ont envie évidemment d'entreprendre et puis les autres qui ont envie de connaître le parcours de vie d'Éric, il y a ce petit ouvrage. C'est plein de petits chapitres Oui. successifs qui ont ponctué évidemment votre vie. Ça s'appelle Entreprendre pour être libre et c'est presque un titre paradoxe. Est-ce que véritablement on est libre quand on entreprend? Alors, c'est une très bonne remarque, c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'on entreprend pour être libre, pour pouvoir faire ce que l'on veut, mais en réalité, on se met dans une prison dorée parce que c'est énormément d'implications, énormément de responsabilités. On ne peut pas du tout tout plaquer du jour au lendemain et partir aux Caraïbes, donc ce n'est pas la vraie liberté, mais c'est sa prison. Moi, j'ai choisi mes barreaux, j'ai choisi la couleur, et donc c'est aussi ça, cette forme de liberté. Mais bien entendu que Elle a un c'est prix. très paradoxal, oui. Elle a un prix. Oui, oui, elle a un prix. Parce que c'est énormément de sacrifices, beaucoup de travail. Tous les entrepreneurs vous le diront. Mm. On doit laisser beaucoup de choses et lâcher beaucoup de choses pour pouvoir avancer dans son parcours entrepreneurial. La question aussi qui est sous-jacente, pardon, il y a beaucoup évidemment d'entrepreneurs, voire de petites PME qui nous écoutent ou de gens qui ont envie d'être dans cette dynamique-là. Est-ce que la France est un pays qui permet cela? Oui. Euh, J'ai moi-même quitté la France, hein. Je me suis expatrié Les pays de l'Est? dans les pays de l'Est un peu après le début des années 2000 parce que je pensais qu'on ne pouvait plus entreprendre en France. Un tas de raisons. Enfin, je voulais voir autre chose. Vous l'avez payé cher aussi. Les banques vous ont pas suivi, il y Ah a oui, eu oui. des histoires Non, bah, j'ai eu incroyables. quelques histoires Des histoires de abracadabrantes. Oui, oui, tout à banqueroute et fait. des histoires incroyables. Mais voilà, ça, je pense que c'est effectivement, oui, peut-être lié à mon expatriation, mais en tout cas, j'étais parti pour plus revenir. Et je suis revenu parce que la France me manquait. Et après avoir vu d'autres versants, je peux dire qu'aujourd'hui, entreprendre en France est tout à fait possible. On a la chance d'avoir BPI qui est une aide énorme pour les entrepreneurs. Alors certes, il y a plein de choses compliquées, hein, les charges sociales, recrutement, c'est difficile parce que c'est très difficile de pouvoir recruter, licencier, ça coûte très cher. Donc bien sûr que ce n'est pas rose, mais comparé à d'autres pays, on n'est quand même pas si mal. Et donc bien sûr qu'on peut entreprendre en France. En tout cas, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'entrepreneurs qui construisent en France et qui démontrent qu'il est tout à fait possible de créer. Et à l'inverse, on va vous dire qu'il y a des centaines de milliers d'entreprises qui ferment. Bien sûr, mais de toute façon, 9 entreprises sur 10, voire plus, hein, vont fermer. C'est la règle du jeu. C'est dynamique. Hein, c'est la vie, ça naît, ça meurt. C'est très, très difficile. Mais c'est pas. En fait, toutes les entreprises ne meurent pas parce qu'on est en France. C'est juste parce que c'est très difficile de faire du business et que le risque de se planter, il est vraiment important. Mais dans l'inconscient collectif, Eric, moi j'ai quand même le sentiment que beaucoup de gens pensent que c'est une usine à gaz en France et que c'est très Oui, compliqué de c'est faire les vrai. choses. Alors, il y a plein de choses qui sont difficiles, mais entreprendre, en tout cas, et se dire qu'on ne peut pas réussir à entreprendre parce qu'on est en France, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, Ouais. en réalité, c'est une forme de renoncement. Si on se plante, il n'y a qu'un seul responsable, c'est soi-même. C'est le zéro excuse. Non, mais exactement, on n'est pas la victime de nos Ouais, circonstances. On est ce qu'on fait, et en tant qu'entrepreneur, il n'y a que l'action qui compte. Alors certes, évidemment que ce n'est pas facile, évidemment qu'il y a beaucoup de difficultés, mais se dire qu'on va se planter parce que c'est trop bureaucratique, parce que ceci, parce que cela, Ouais. non, pour moi, ça, c'est se mentir à soi-même. Est-ce que c'est vrai qu'en France, il y a plus d'aides que d'obstacles? Oui, enfin, il y a beaucoup d'aides. Ouais. J'en ai parlé de la BPI, qui est une banque publique d'investissement, qui aide les entrepreneurs
à récupérer de l'argent, qui va se mettre caution à la place des entrepreneurs ou en grande partie pour leur permettre de lever des fonds. Il y a quand même des millions, des milliards qui sont routés vers les entrepreneurs, vers la création d'entreprises. Donc oui, en France, il y a quand même beaucoup d'aides et aussi beaucoup de difficultés, mais comme partout. Mais clairement, pour moi, aujourd'hui, après avoir vu quand même pas mal d'endroits où entreprendre, la France, c'est quand même bien. Alors, il y a un autre obstacle, parfois, lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est l'entourage, c'est la famille. Et alors, vous, pour le coup, vous avez pris l'opposé, le contre-pied de ce que vous préconisait votre père, puisque votre père vous a dit « Ne fais pas comme moi, pas de femme, pas d'enfant, pas de famille, pas d'entreprise, donc évidemment pas d'emmerde. » Exactement, ouais, c'est ça. Mon père était un grand épris de liberté. Il a hérité, malgré lui, de l'entreprise de porcelaine familiale. Ce n'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Mais son père, mon grand-père, étant mort assez jeune, il a dû reprendre l'affaire. Ça l'a fait chier toute sa vie. C'est pas ce qu'il voulait faire. Lui, il a été prisonnier en fait de cette entreprise qui a malheureusement fini par péricliter. Donc, lui me disait alors. Pas de femme, ouais, c'est ça, reste libre en fait. Il était il rêvait de liberté, mais il n'a jamais pu l'avoir. Pourtant, oui, je me suis marié, j'ai eu des enfants, je ne regrette absolument pas. Bien sûr. Est-ce qu'il a su que vous êtes devenu? Oui, en partie, hein, puisqu'il a vu que je suis devenu entrepreneur, il a eu le temps de voir mes premières réussites. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il a pu voir que son fils avait réussi à aller là où il voulait aller, c'est-à-dire moi je voulais aller, et donc que j'étais heureux, et c'est principal. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il a fait partie de ses pairs qui ont eu la possibilité de vous dire à quel point il était fier de vous? Oui, je pense. Il n'a peut-être pas exprimé comme ça, mais en tout cas, oui, je pense. Je pense qu'il n'y a pas... c'est un chapitre clos. Disons qu'il ne reste pas une sorte d'interrogation par rapport à ça. Donc, non, et j'ai eu la chance d'avoir ces conversations avec mon père et ma mère aussi. Et votre mère, oui, absolument. Alors, on va voir votre parcours de vie parce que vous balancez quand même, hein, vous dites des choses sur votre histoire et tout ce qui a ponctué. Et ce que je me suis dit aussi, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on peut être classé dans les 300 ou 400 plus grosses fortunes de France aujourd'hui et rester profondément humain. Je pense que c'est pas... oui, bien sûr. Je pense que non, mais vous auriez pu dérailler. Ouais, devenir un gros con, oui, mais... Non, merci de la phrase résumée. C'est vrai. Non, mais on aurait pu. Bien sûr, l'argent peut faire vriller. En fait, l'argent, le succès peut complètement faire tourner la tête. Et je me suis rendu compte assez jeune, puisque j'ai réussi quand même assez jeune, hein, j'étais millionnaire avant 30 ans, que l'argent, en fait, n'allait pas me faire tourner la tête. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais recherché l'argent. Je n'ai jamais entrepris pour devenir riche. Évidemment que c'est la conséquence heureuse de tout ce travail. Moi, je voulais surtout construire, avoir du succès, avoir une revanche, montrer que j'étais capable. Mais pour autant, je pense que je suis resté le même. Et c'est vrai que, sans me mentir, parce que parfois on croit à des choses, mais sans me mentir, je pense que je suis resté le même depuis mes 20 ans. D'ailleurs, c'est un de vos, pas dogmes, mais en tout cas, c'est un de vos principes qui est de dire si tu te lances dans l'entrepreneuriat pour être riche, tu te trompes. Oui, fais autre chose. Parce que c'est tellement difficile, ça demande tellement de résilience, de sacrifice, que si on le fait juste pour l'argent, on ne va pas tenir. Il faut qu'il y ait une vraie mission, il faut qu'il y ait une envie, il faut que ça parte des tripes, on veut construire quelque chose, on veut démontrer, ça va être une revanche. Il y a plein de raisons. Évidemment que l'argent est présent, parce qu'on veut aussi réussir, on veut bien gagner sa vie, mais ça ne peut pas être numéro un, ça ne peut pas être que ça, parce que sinon, non, ça ne marche pas. Quelle était votre revanche? Ma revanche, je pense, j'ai toujours voulu montrer que j'étais capable de faire quelque chose. Pendant que j'étais au lycée, venant de Vierzon, de ma province, et avec ma tête au bol, ma tête de faillot et habillé comme un sac, je me suis fait pas mal secouer, on va dire, dans les couloirs. Et franchement, je pense que ça m'a donné une envie de montrer que j'étais capable de faire quelque chose. J'ai toujours eu, paradoxalement, une très grande confiance en moi, sur ma capacité à réussir et à construire. Ouais. Et donc, dès que j'étais en âge de pouvoir vraiment commencer à faire des choses, je voulais construire, c'est construire pour construire, faire la plus grande entreprise possible, la plus grande réussite possible, mais plus par revanche, peut-être par ego, une certaine forme d'ego, bien sûr, parce que l'ego est très important pour un entrepreneur, mais en tout cas pas pour devenir riche. Et du reste, je me rappelle très bien qu'à l'époque où je trimais pour vraiment monter la boîte et tout, je me disais le pire qui puisse m'arriver, c'est de gagner au loto. Parce que si je gagnais au loto, en fait, ça allait simplement me tuer, tuer toute mon envie de gagner cet argent non mérité. C'est un peu comme tu joues à un jeu en ligne, un jeu vidéo, et puis tu triches. Tu arrives à la fin, puis à la fin, finalement, tu dis mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a aucune forme en fait de victoire et de satisfaction.
Ouais. Donc c'était profond cette envie, c'était pas juste non, de la c'est très façade. profond. Il y a vraiment quelque chose toujours qui m'a porté avec cette envie de montrer que j'étais capable de faire des choses, de construire. Pourquoi? Je ne sais pas, là, il faudrait que je m'allonge. C'est ça. Mais en tout cas, oui, j'ai eu ça en moi assez jeune. Ouais. Et dès le départ, enfin, alors la légende dit, si je puis dire, enfin, vous racontez que c'est dans les couloirs de la Fnac des Halles à Paris en 95 que vous commencez à vous questionner sur l'entrepreneuriat et que vous tombez Ouais. sur les premiers bouquins Ouais, qui ouais, tout parlent à fait. d'entrepreneuriat. Parce qu'à l'époque, un entrepreneur, c'était quelqu'un qui construit des maisons. Donc, à l'école, enfin, à l'université, à l'école d'ingénieur, on ne parlait jamais de ça. Mm. Moi, je ne savais même pas ce que c'était une entreprise. Je ne comprenais pas la notion de capital. On ne nous avait jamais rien appris. Et donc, oui, je suis allé à la Fnac et j'ai trouvé un bouquin pour dire, OK, qu'est-ce qu'une entreprise? C'était à quel point je Ouais. partais de très, très loin. C'est extraordinaire parce que quand on voit aujourd'hui où vous en êtes, voilà, le chemin est assez fantastique. Et je voudrais qu'on revienne effectivement sur vos les principes de vie, les principes de construction de votre entreprise, de votre petit empire que vous avez aujourd'hui lâché, Oui, enfin, plus opérationnel, mais plus opérationnel. j'ai toujours. Mais vous avez d'autres activités, Ouais, ouais, tout à dont fait. celle d'être aujourd'hui un co-animateur de cette magnifique. Est-ce que vous vous entendez avec tout le monde? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, ça va, on est camarades. Disons qu'il y a une bonne ambiance sur le plateau, on a des vues différentes et parfois on va s'emplafonner et on n'est pas d'accord. Donc ce qu'on peut voir pendant l'émission, c'est vrai. C'est vrai, C'est ouais. c'est basé sur de Ouais. véritables vues différentes, hein, des fois de la vie, de la philosophie. Mais on reste quand même en bonne entente, il n'y a pas de problème. Alors, l'esprit d'entrepreneuriat chez Éric Larchevêque, voilà un premier ouvrage. Oui. Montage avancé pour PC. Ils ont tronqué. Ils ont- C'est une nouvelle édition. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça s'appelait montage avancé pour PC. Et je pense qu'ils ont dû. Ça, c'est le premier truc que Ouais. vous avez sorti. Exactement, en fait. Alors bon, c'est pas entrepreneurial, mais en tout cas, pendant qu'on était étudiant avec Laurent Lelu, avec qui j'ai écrit ce livre, on écrivait des articles pour des journaux d'électronique, dont des articles techniques. Et on s'est dit, pour gagner un peu plus d'argent, on pourrait écrire un bouquin. Donc on l'a publié, ça s'est bien vendu, 10 000 exemplaires. C'est Même traduit en espagnol, je traduit crois. en espagnol, exactement, donc Ouais. assez incroyable. Et, Ouais. et c'est justement grâce à ça que j'ai réuni mon premier capital pour juste créer ma première entreprise. Parce qu'à l'époque, le capital minimum, c'était 50 000 francs, 7 000 euros. Alors avec l'inflation, ça va faire le double. Et donc, il fallait quand même des moyens. Ouais. Et la première aussi prise de conscience, c'est l'ordinateur que vous voyez chez un pote à vous. Alors ça, oui, j'ai une dizaine d'années, je vois un Thomson TO770, un des tout premiers ordinateurs. J'avais la photo, mais j'ai oublié de la mettre. Pour les voilà, familiales. Ouais. Et oui, ça a été une révélation. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu un outil fantastique pour pouvoir créer, pour pouvoir faire de choses. Ouais. Et j'adorais le Lego, donc j'aimais créer, j'aimais construire. Mais là, je me suis dit que ça allait être un nouvel univers de possibilités. Et qu'est-ce qui reste du petit Éric qui voulait être pâtissier? Plus grand-chose, parce que alors là, franchement, je cuisine pas, je ne fais plus rien. Je sais Et pas. vous vouliez faire ça? Ouais, mais je pense qu'en fait, pareil, je voulais créer, en fait. Et je faisais mes propres recettes, j'inventais des trucs. Donc, en fait, j'avais besoin de m'exprimer. J'avais trouvé ça avec la cuisine et plus particulièrement la pâtisserie. Donc, je me suis dit ensuite que j'allais en faire mon métier. Ouais. Finalement, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas doué, que ça ne me plaisait pas, que ça ne fonctionnait pas. Et je suis passé à autre chose. Mais ouais, j'ai eu cette chance, en tout cas, une grande chance, étant jeune, de savoir ce que je voulais faire. Donc, ça, c'est une chance énorme. informatique. Comprendre les ordinateurs. c'est Comprendre ça, les ordinateurs, l'informatique, et vous allez constamment évoluer dans cet univers-là. Ouais. Vous parlez quand même, et vous en avez bien un mot tout à l'heure, quand vous arrivez à Paris, vous entrez au lycée, et là, il y a les premières brimades. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, un décalage complet entre le collégien venant de Vierzon, Ça, qui débarque arrive à à Paris, Paris. qui débarque et qui n'a pas les codes. Donc oui, des brimades, alors bon, rien d'incroyable, mais en tout cas suffisamment pour me renforcer dans mon envie de montrer que j'étais capable de faire des choses. École d'ingénieur. Oui. Bon. Et ensuite, le diplôme d'ingénieur en microélectronique. Oui, c'est ça, parce que je voulais comprendre comment les ordinateurs fonctionnaient. Donc c'était plus le hardware, hein, le matériel que le logiciel qui m'intéressait. Et donc j'ai suivi cette voie. Bon. Et alors, première entreprise, vous vous souvenez de l'année? Alors 1996, pendant mon stage d'ingénieur, où pour justement obtenir le diplôme, on doit faire un stage de 6 mois. Ouais. Et avec ce type de diplôme en microélectronique, on peut aller que dans des grands groupes qui possèdent des laboratoires. Ouais. Donc je suis allé chez Philips Semiconductors. Et là, ça s'est très mal passé parce que j'ai découvert vraiment le monde de l'entreprise. Et je me suis dit que je ne pourrais pas du tout m'y sentir heureux, m'y épanouir. Et c'était un vrai choc pour moi. Et pourtant, ça ne vous a pas démotivé. Non, je me suis juste dit, ça, je pourrais pas.
Et en même temps, je me suis dit, OK, avec mon diplôme, je peux bosser que dans des grands groupes. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Mais très rapidement, j'ai trouvé une solution puisqu'on a commencé à travailler, à faire nos premiers sites internet pour justement notre éditeur dans lequel on publiait des articles. Et je me suis engouffré là-dedans, j'ai vu qu'il y avait des possibilités. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, en fait, il faut que je crée une entreprise. Et j'ai fait mon pèlerinage à la FNAC. Exactement. Alors, dans vos fameux 10 commandements hein, de l'entrepreneuriat, vous dites d'abord, le premier, c'est la discipline. Soyez un disciple de l'ennui. Oui, disciple de l'ennui, c'est-à-dire que, et je le rappelle parce que c'est quelque chose qu'on a trop oublié aujourd'hui, dès qu'on a un petit peu de temps, on se précipite sur son téléphone et on va aller regarder des vidéos de chats sur Instagram ou C'est vrai. TikTok. Ouais. Et en fait, on ne se laisse plus le temps de penser, et j'en suis moi-même victime, hein, puisque moi aussi, j'étais addictif avec le téléphone. Et pour pouvoir justement prendre du recul et réfléchir à sa vie, à ce que l'on veut, à ce que l'on est, à ce qui nous intéresse, on doit s'ennuyer. Et l'ennui, c'est le précurseur de la créativité. Et sans ennui, finalement, pas possible de pouvoir voir ce qu'on veut faire dans le futur, ce qu'on a envie d'être. Donc oui, il faut se rappeler à l'ennui. Et c'est un message que j'essaye de faire passer parce qu'aujourd'hui, il est salutaire. Parce que si on ne le dit pas, si on ne dit pas ennuie-toi, jamais tu vas t'ennuyer. Tu vas tout le temps trouver quelque chose pour occuper ton esprit. C'est peut-être le mot ennui qui dérange. On aurait pu dire peut-être se mettre sur pause. Oui, mais je trouve que l'ennui parle. Ok. En fait, on comprend tout de suite. Mettre sur pause, oui, mais là, non, l'ennui, en fait, il faut aller plus. C'est plus que la pause. Il faut vraiment aller à un moment où on se dit, je ne sais plus quoi faire. Et moi, ma grande récompense, c'est quand mes enfants viennent me voir et me disent, papa, je m'ennuie. Là, je dis, super, continue de t'ennuyer. Incroyable. Voilà. Et donc, après, ils disparaissent. Et puis, là, la magie opère. Ils vont prendre un bouquin, ils vont prendre 3 trucs, machin, commencer à bricoler. Et après, ils vont oublier qu'ils s'ennuient. Mais la dernière chose que j'ai envie que je vais leur donner, c'est un écran et dire, bah, tiens, regarde à YouTube, parce que c'est un peu les anesthésier. Alors bon, évidemment, ils ont des écrans, donc je suis loin d'être un père parfait, mais c'est une question d'équilibre. Mais donc oui, l'ennui est important et ça, pour moi, c'est un commandement suprême. Alors ça, c'est extraordinaire de vous entendre dire ça parce que c'est sans doute une des raisons les plus culpabilisantes pour un parent que d'entendre son fils ou sa fille s'ennuyer. Enfin, je pense qu'au contraire, c'est une réussite. Alors que c'est une réussite. Je pense que c'est une réussite parce que c'est le début de quelque chose. Waouh. Ça, c'est un bel enseignement. L'action aussi, essentielle parce que vous dites une idée n'a aucune valeur, seule son exécution compte. Ouais, Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il y a tellement de gens, en fait, de par ma position, et ce que je fais, qui viennent me voir, me disent, j'ai une idée, il faut que je vous en parle, c'est incroyable, j'ai une super idée. Et moi, je réponds toujours, je m'en fiche, je m'en fous de ton idée. De toute façon, il y a déjà 1000 qui l'ont eu avant toi. Donc tu l'oublies et tu penses comment tu la réalises. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est comment tu vas faire pour la réaliser. Et il n'y a que l'exécution qui compte, il n'y a que l'action. Et c'est pour ça que je conseille aux gens de se faire piquer leur idée. Parce qu'un des pires réflexes pour un entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer, c'est de croire que son idée est tellement incroyable que tout le monde va vouloir la piquer et qu'on veut la protéger. Et donc, on va en parler à personne, on va rester dans son coin, on va rien montrer. Et donc, on va faire n'importe quoi parce qu'il faut toujours se confronter au marché, aux autres. Et donc, il faut parler, il faut échanger. Et donc, il faut se faire piquer son idée. Et comme ça, enfin, il va se passer quelque chose. Donc oui, pour moi, l'idée n'a aucune valeur et c'est le pire truc, vraiment la pire chose qu'on puisse me demander, c'est est-ce que mon idée est bonne? Je veux dire, j'en ai strictement rien à faire. L'idée n'a aucune importance. Est-ce que cette philosophie de vie que cette façon, cet état d'esprit que vous avez dans l'entrepreneuriat et que vous nous dévoilez là, vous l'aviez déjà à l'époque? Ouais. Ou vous l'avez comprise au fur et à mesure? Dès le début, je l'ai comprise de manière, je pense, simplement par l'expérience, d'être tout le temps dans l'action et de ne pas trop réfléchir. Moi, j'ai eu cette grande chance, c'est de ne pas être un intellectuel. Donc, je ne réfléchis pas beaucoup. Je suis dans l'action. Parce que pour un entrepreneur, là, il y a seule chose qui compte, c'est l'action, justement. Et donc, quand on a une idée, on ne va pas passer des semaines, des mois à réfléchir à son idée. On va tout de suite aller dans le dur, on va l'exécuter, on va aller se confronter à un marché, on va poser des questions. Est-ce que l'idée, elle correspond à un vrai besoin? Est-ce que je peux la réaliser? Est-ce que des gens sont prêts à payer pour ça, etc., etc. Et donc, il faut être dans l'action et surtout pas rester dans la réflexion parce qu'il n'y a que l'action qui compte. Bon, l'action, l'ennui, on l'a vu, la discipline avec l'argent. L'argent, ça c'est un argument de ceux qui voudraient se lancer et qui disent « oui mais j'ai pas les moyens d'eux ». C'est un argument? Alors,
Tout dépend ce que l'on veut faire, mais on peut très bien se lancer dans l'entrepreneuriat avec peu de moyens. Surtout aujourd'hui. Et surtout si on est dans la technologie avec un ordinateur. Alors certes, il faut s'acheter un ordinateur, mais bon, on a le droit de bosser aussi pour se l'acheter. Et on peut tout faire. Aujourd'hui, la grande différence entre maintenant et il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils que l'on peut connecter les uns avec les autres qui permettent de créer absolument tout. Et même si on n'est pas un maître de l'informatique, du codage, avec des outils no-code, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, si on est quelqu'un qui est malin, qui en veut, qui bosse, qui est dans l'action, on peut y arriver. Et on peut réussir à gagner de l'argent. J'ai une enfance heureuse, on avait de quoi manger. Enfin, je pense qu'on était une belle classe moyenne, donc il n'y avait pas de problème d'argent. Cependant, mon premier capital, je l'ai fait en écrivant un bouquin, en faisant des choses. Donc, et je me suis débrouillé, toujours débrouillé en fait, pour gagner un petit peu d'argent. Et ça, c'est ce premier petit pécule, il suffit à se lancer. Et ensuite, on démontre quelque chose et on va aller chercher d'autres relais, le réseau, et puis on se débrouille. Donc, si on veut faire un virus, si on veut plutôt faire un vaccin contre un virus, oui, il faut des centaines de millions d'euros. Mais pour créer un projet entrepreneurial, on n'a pas besoin d'énormément d'argent. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui se sont créés, qui se sont bootstrappés, c'est-à-dire qui se sont autofinancés avec les moyens du bord et puis la sueur pour créer leur entreprise et qui réussissent sans même avoir besoin de lever des fonds. Entreprendre, ce n'est pas lever des fonds. On en parle dans Qui veut être ton associé parce que c'est une manière d'accélérer, d'aller plus vite, mais ce n'est sûrement pas la seule possibilité. Oui, d'ailleurs, vous dites les levées de fonds, tout ce qui est business plan et choses comme ça, au départ, c'est sans doute pas à ça qu'il faut penser. Oui, alors moi, j'ai vraiment une croyance là-dessus, une recommandation qui va à l'encontre de tout ce qu'on apprend dans les business schools, c'est qu'un business plan, ça ne sert à rien. Moi, en général, quand on veut réfléchir à un projet entrepreneurial, surtout en école de commerce ou ailleurs, en MBA, on va faire un business plan. On va écrire 30 pages sur comment ça va se passer, les projections, les trucs. Alors bon, ok, si on veut racheter une entreprise, si on veut être plus homme d'affaires qu'entrepreneur, pourquoi pas. Mais si on veut lancer son business, ça ne sert à rien de faire plus que quelques pages parce que de toute façon, on n'aura jamais la réponse à toutes les questions. Dès qu'on va se lancer, ça ne se passera jamais comme prévu. Donc ça ne sert à rien de trop réfléchir parce que réfléchir, c'est renoncer. Se réfléchir, se poser les questions, écrire son business plan, se dire « Ah, je ne sais pas, je vais encore réfléchir », c'est trouver des excuses pour ne pas se lancer. Parce qu'encore une fois, la seule chose qui compte, c'est l'action. L'action et la gestion. Alors la gestion, oui, en fait, il faut… La gestion financière. La gestion financière, mais… Encore une fois, tout dépend ce que l'on fait. Là, pour un entrepreneur, on est plus, je pense, dans se débrouiller. Il faut avoir du bon sens, en fait. La gestion, c'est du bon sens. On n'a pas besoin d'être un gestionnaire, on n'a pas besoin de savoir lire un bilan. Moi, je ne sais pas lire un bilan, j'en ai rien à foutre pour être entrepreneur. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne rachète pas des entreprises, je ne fais pas des fusions-acquisitions. Donc le bilan, moi, ce que me dit l'expert comptable, je m'en tamponne. Surtout que la plupart du temps, c'est souvent illisible le truc. Oui, mais c'est un métier. C'est un métier, c'est pas le métier d'un entrepreneur. D'accord. Il y a un moment, ok, il faut regarder, prendre quelques décisions, mais il y a des professionnels qui vont vous accompagner là-dessus. Non, ce qui compte, encore une fois, c'est d'être dans l'action, oui. Et toutes ces notions de gestion financière, etc., c'est du bon sens paysan. Il y a combien qui rentre, il y a combien qui sort, ça s'appelle un cash flow. Est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions? Est-ce que je contrôle ce qui se passe? C'est du bon sens. On n'a pas besoin de faire des écoles pour comprendre ça. Il faut juste avoir du bon sens. Mais c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas ce bon sens. Parfois, il faut s'y rappeler. Autre point qui est essentiel, et vous le décrivez aussi, c'est l'entourage. On parlait évidemment d'entourage proche avec les parents, la famille, certes, mais l'entourage dans les collaborations professionnelles, quand vous décidez de vous lancer effectivement dans l'entrepreneuriat. Choisir les bonnes personnes et les personnes saines. Oui, tout à fait. En fait, entreprendre, c'est très difficile. Moi, je n'ai jamais entrepris seul. Je me suis toujours associé. Et donc, par exemple, chez Ledger, qui est aujourd'hui une licorne et une très, très grande réussite, on était 8 cofondateurs, 8 associés. Voilà, exactement. Une grosse partie pas tout le monde, mais une grosse partie des cofondateurs qui sont là. Et le choix, c'est de trouver les bonnes personnes. Mais effectivement, il ne faut pas faire d'erreur. Parce qu'une entreprise dans laquelle on fait une erreur d'association, c'est une entreprise qui est condamnée. Parce qu'à partir du moment où les associés passent plus de temps à régler les problèmes d'associés qu'être sur le business, c'est fichu, c'est foutu. Donc il faut mieux y aller seul que mal accompagné. Ça, c'est comme le mariage, c'est exactement pareil. Par contre, si on a la chance de pouvoir trouver
les bons associés, on va gagner beaucoup de temps, on va aller beaucoup plus loin. Et en tout cas, moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Et une de mes capacités, une de mes grandes réussites, c'est d'avoir toujours su trouver les bons associés. Ça s'explique comment ça? C'est le feeling, C'est le feeling, c'est en fait cette capacité peut-être de pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Et aussi les capacités ensuite, je pense, de pouvoir bien gérer les problématiques d'associés, parce qu'il y en a toujours, hein, il y a toujours des sujets. Et ça, en fait, ça s'appelle le leadership. C'est quelque chose que j'ai compris, je pense, plutôt récemment à regarder un peu mes expériences passées, de comprendre qu'en fait, j'avais des bonnes capacités de leadership et de pouvoir travailler avec des personnes, de les emmener vers une direction, une vision commune et de faire en sorte qu'elles arrivent toutes à travailler voilà, ensemble et à les fédérer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'un des business qui a permis, et il l'a évoqué Eric il y a un instant, d'être ce qu'est Eric aujourd'hui, c'est juste cette petite boîte-là. Oui. Cette petite clé-là. Cette clé-là, oui. Cette petite clé-là, Ledger, ça se dit comme ça? Ledger, tout à fait. Ledger, oui. Absolument. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est une clé qui permet de sécuriser. C'est un coffre-fort pour crypto-actifs, un coffre-fort pour Bitcoin. Les fameux crypto, Bitcoin et compagnie. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un coffre-fort. Vous avez de l'or, vous achetez un coffre. Vous avez des Bitcoins, vous achetez un coffre-fort digital Ledger. Voilà. Et c'est cette petite clé-là. On est leader mondial, on vend dans 165 pays. C'est une grande réussite de technologie française basée sur de la carte à puce. Donc technologie française. Ça, c'est incroyable. Et c'est une très, très belle histoire. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui, moi, quand je vois ça, c'est-à-dire les bureaux comme ça, avec l'enseigne sur des pierres de taille en fond, comme ça, même si c'est du faux ou du vrai, j'en sais rien. C'est du vrai. Non, c'est du vrai. Moi, ça me fait rêver. Oui. Vraiment. Ouais, ça me fait rêver. Et en plus, tous mes collaborateurs le savent, parce que voilà, je rêverais d'avoir un ABC Talk là, comme ça, en lettres d'or, comme ça. Ouais, bientôt. Non, mais on est pas mal là, tel qu'on est. Donc c'est ça, hein, c'est cette petite. Oui, entre autres. Entre autres, Hardware Wallet, il y a différents produits, mais oui, on en a vendu des millions dans le monde entier et on est le leader mondial. Ouais, fabuleux. Et il y a aussi, ça aussi, vous avez investi dans les hôtels? Oui, j'ai développé un hôtel à Riga, en Lettonie, donc à partir de 2005. Et il existe toujours, hein, ça fait presque 20 ans maintenant, qu'il y a ce Dodo Hotel. C'est un hôtel d'une centaine de chambres situé à Riga. Ça, qui n'a strictement rien à voir. Rien à voir, mais j'ai fait. Mais ça, c'est le plaisir d'investir. C'est le plaisir d'entreprendre, parce qu'en fait, c'est vraiment un hôtel qu'on a créé, qu'on a monté de nous-mêmes, on a recruté tout le monde, on a mis en place les process. Donc, ce n'est pas juste un investissement immobilier, hein, c'est un vrai projet entrepreneurial. Et finalement, en fait, je m'étais retrouvé avec un terrain, je ne sais pas quoi en faire. Et puis, on a eu cette idée avec un associé, Frédéric, français, qui était aussi à Riga. On s'est dit, pourquoi pas un hôtel. On n'y connaît rien. Allons-y, on va le faire. Et donc, on l'a fait. C'est ça qui est fabuleux, c'est d'oser. Ah oui, il faut oser. Ça, il y a que... Je veux dire, on reconnaît les cons, hein, en fait, qu'ils osent tout, c'est vrai. Mais parfois, il faut être un peu con et aller au-delà de ses limites, être un peu dans l'inconscience. Quelle est votre réaction, attitude, comportement quand vous avez votre part d'ego qui vous dit « mais t'es fou ». Ça m'est jamais arrivé. Il n'y a jamais, en fait, j'ai jamais eu une petite voix qui me dit « mais qu'est-ce que tu fais, mais t'es fou ». Non, jamais. Tu prends trop de risques? Jamais. Non. Donc, j'ai... Waouh, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de doute? Ah, jamais. Non. Vous n'avez jamais de doute? Alors, probablement aussi, ça a dû arriver, mais c'est... Non. C'est-à-dire que quand vous vous engagez dans quelque chose, vous n'avez pas de doute à ce moment-là? Non, très rapidement, j'arrive, je me dis « ah oui, je vais faire ça ». Et même si je sais qu'il y a énormément en fait, de problématiques à résoudre, je n'ai aucun doute sur le fait que je vais essayer de réussir. Je ne suis pas sûr et certain que je vais réussir, mais je ne me pose pas la question du doute. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je sais que c'est le chemin que je vais tracer, parce qu'en fait, j'ai envie d'y aller, et il n'y a que ça qui compte. Parce que je me dis, c'est génial, je vais apprendre plein de choses, on va s'éclater, ça va être super. Je vais bosser, je vais souffrir, mais c'est super, parce que je vais apprendre plein de trucs. Mais à aucun moment, je réfléchis en me disant, mais est-ce que peut-être que je vais échouer, et si j'échouais... En fait, je me dis, c'est pas grave. En fait, l'échec, c'est pas le pire, on s'en fout de l'échec. Le pire, c'est la peur de l'échec. C'était ma prochaine question. Voilà. C'est la peur de l'échec, en fait, qui paralyse et qui fait que les gens n'arrivent pas à avancer. Et donc, il faut complètement l'oublier, il faut accepter l'échec, il faut se dire, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi le plus grand risque qu'on va prendre? Là, je me plante, je perds tout ce que j'ai mis dedans. C'est pas grave, je recommencerai, je ferai autre chose.
De toute façon, je n'ai aucun doute sur le fait que quoi qu'il arrive, j'arriverai à refaire autre chose. Donc tant que je suis en bonne santé, tant qu'il n'y a pas de malheur terrible qui me tombe sur la tête, je n'ai aucune raison de douter. Et donc, je ne réfléchis pas comme ça en fait. Pour moi, Et ce n'est pas une manière de penser. donc les peurs, vous n'en avez pas? Non, jamais. Et les peurs, je les résous par l'action. C'est-à-dire que, je me rappelle très bien, dans cet hôtel, à quelques semaines de l'ouverture, j'étais appelé un matin par le chef de chantier et je suis arrivé, c'était en fait la catastrophe. Il y avait une rupture de canalisation au dernier étage, il y avait toute une aile de l'immeuble qui était sous l'eau, tout était détruit. J'ai même fait une dissociation, c'est-à-dire que je me suis dit, je ne veux pas croire à la réalité, je pensais que j'allais me réveiller. Pour moi, c'était une vision de cauchemar, en fait, de voir que tout ce qu'on avait fait était était foutu, en partie. Mais au bout de 5 minutes, c'était terminé. Je me suis dit, OK, bon, action, qu'est-ce qu'on fait? Allez, tiens, on va commencer à nettoyer, on va appeler les équipes, on va mettre en place une solution pour faire les 3-8. Tous ceux qui avaient réservé, là, qui doivent arriver dans quelques semaines, on va les décaler. Donc, on se met dans l'action. Et c'est l'action qui permet de vaincre les peurs. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Dès qu'on a des peurs, on est dans l'action. Et c'est une façon, finalement, de fuir. C'est une façon de ne pas regarder. C'est une façon de ne pas trop se poser de questions, encore une fois. Et pour moi, la réponse, elle est toujours dans l'action. Si je vois un problème, et Dieu sait qu'on en a des problèmes, allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre? Il y a forcément des solutions. Et on travaille sur les solutions. Peut-être que parfois, on se dit, OK, je me donne là 5 minutes pour me dire, ah ouais, c'est vraiment la merde. OK, je compte jusqu'à 10. Allez, on passe à la suite. Et maintenant, on va dans l'action. Parce que oui, des fois, c'est dur et des fois, on peut être assommé. Mais ça ne dure jamais longtemps. Parce qu'il faut toujours trouver des solutions, se bouger et aller et résoudre les peurs par l'action. Quelle est votre philosophie de vie quand on parle notamment d'entêtement? Quelle différence faites-vous entre l'entêtement et le fait de se dire de ne rien lâcher? Ouais, on dit toujours à un entrepreneur qui ne doit rien lâcher, Il ne doit il ne rien faut pas lâcher. relancer. Exactement. Et Jusqu'où il faut aller en fait, pour ne jusqu'où pas il se faut aller, dire et bien peut-être sûr, que je me trompe? peut-être que je me trompe parce que, en fait, il faut avoir une grande capacité, c'est l'humilité. Et on parlait d'ego, on dit l'entrepreneur doit à la fois avoir un ego monstre, sinon il va s'écrouler, c'est le dernier qui a parlé qui aura raison, mais et donc il doit savoir ce qu'il veut et être un roc inflexible et en même temps faire preuve d'humilité parce que l'écoute est la qualité première de l'entrepreneur. Écoute du marché, comprendre, l'empathie, se mettre à la place d'eux, voir les tendances, les signaux faibles, etc. Donc, un bon entrepreneur est quelqu'un qui est capable d'écouter. On fait souvent l'analogie de la mine d'or pour parler de l'entrepreneuriat et de l'entêtement. Donc, c'est un gars, il achète une mine d'or, puis il commence à creuser, il creuse pendant des années, mais il ne trouve rien. Et puis, à un moment, en fait, il dit « Ok, j'abandonne ». Et il vend la mine, à la casse, évidemment, et puis le nouveau arrive, et il continue de creuser, il creuse 1 mètre de plus, et là, il tombe sur le filon d'or. Et donc, moralité, il ne faut jamais rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout, etc. Et ça, c'est de la connerie, c'est n'importe quoi, parce que dans la vraie vie, le mec qui achète la mine, l'entrepreneur qui se lance, il a des capacités, c'est un professionnel, il a des capacités de pouvoir analyser le sol pour voir s'il y a des indices qui indiquent qu'il y a ou pas une zone aurifère, et donc la capacité de pouvoir potentiellement aller creuser ailleurs. Et donc l'entrepreneur, il a une capacité d'écoute et la capacité de voir ce qui se passe. Et donc il doit écouter. Et parfois, moi j'ai fait des choix de renoncement parce que je me disais qu'on n'allait pas y arriver. Ce n'est pas une peur de l'échec, c'est juste une analyse en fait de tous les signaux qui me disent non, en fait ça va être trop dur, trop long, c'est trop compliqué. Je pense que beaucoup d'opportunités, en mettant cette même énergie ailleurs, tu pourras faire beaucoup mieux. Et donc, on abandonne, on arrête et on passe à autre chose. Donc, en permanence, il faut pouvoir écouter. Mais pour pouvoir écouter, il faut avoir une humilité, capable de se faire confiance et de suivre son instinct. Parce que dans tous les cas, à la fin, la seule personne qui peut dire « Ok, est-ce que c'est de l'obstination, de la folie ou alors c'est juste de la résilience ?» c'est l'entrepreneur lui-même qui, en regardant autour de lui, sait s'il doit lâcher ou pas. J'ai déjà été dans des solutions où j'ai lâché et dans des solutions où j'ai dit je ne lâcherai pas parce que je sais, je pense que j'ai raison et que là, si on continue de creuser, on va tomber sur la mine d'or. Et est-ce que parfois vous avez lâché et regretté ensuite d'avoir lâché? Non, jamais. Parce que là, les regrets, non, je ne connais pas. Les remords, parfois, mais les regrets, non. Donc, je ne regarde jamais en arrière, en fait. Parce qu'on ne peut pas s'alourdir de toutes les, du passé, de tout ce que l'on peut traîner en émotions négatives. Parce que oui, parfois on fait des mauvais choix, on fait des erreurs. Alors il faut essayer de les comprendre pour ce qu'on appelle l'expérience, pour pouvoir éclairer l'avenir.
mais il ne faut pas s'encombrer du passé. Et donc, très rarement, je me remets en question, très rarement, je reviens dans le passé en me disant, est-ce que j'aurais fait ci, est-ce que j'aurais fait ça? Donc, non, non, C'est ça qui est aucun regret. incroyable, c'est que vous dites la phrase là à l'instant, très rarement je me remets en question. C'est pourtant un des dogmes qu'on essaie de nous inculquer depuis tout petit. Apprends à te remettre en question. Oui, alors, pas moduler, parce que quand on est entrepreneur, encore une fois, comme je le disais, on doit analyser ce qui se passe, Hmm. être humble et être capable de se remettre en question par rapport au business. Mais une fois qu'on a pris des décisions, ce que je veux dire, une fois qu'on a fait quelque chose, c'est pas de ruminer le Ouais, passé de et ruminer, de se ouais. dire, Hmm. est-ce que j'aurais, est-ce que... Donc oui, on doit comprendre, et toujours se dire que tout peut s'écrouler, que on n'a jamais gagné, que quelqu'un peut arriver, donc il faut être un paranoïaque. Je veux dire, il n'y a que les paranoïaques qui survivent dans l'entrepreneuriat. Et pour autant, il ne faut pas passer de temps à explorer le passé, à remémorer des choses. Il faut mieux oublier. Et la capacité d'oubli permet d'avancer. Et ça aussi, c'est une chance de caractère, parce que j'ai cette chance de pouvoir oublier, de pas trop penser au passé. Au passé. Dans vos 10 commandements, il y a aussi l'inconscient et le conscient. Vous dites cultivez votre inconscient, ne réfléchissez pas trop. Oui, Go. complètement. Oui, c'est ça. Bah, ça revient un petit peu à ce que j'ai Ouais. dit. On doit s'écouter, on doit se faire confiance, on doit écouter son instinct et cultiver son inconscience dans le sens où il ne faut pas se limiter sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on veut faire, parce que là, c'est le terrible vérité des croyances limitantes. Souvent, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. On pense qu'on ne peut pas y arriver parce qu'on n'est pas assez bon, parce qu'on n'est pas légitime, parce qu'on on a tout un tas d'idées reçues sur le fait qu'on ne peut pas, alors que en mettant tout ça de côté et en étant un peu inconscient, parce que ça veut dire que oui, on doit faire fi des limites, on doit faire fi du raisonnable, eh bien, on est dans de meilleures capacités de pouvoir avancer et d'être dans l'action. Donc, cultiver son inconscience, pour moi, est salutaire pour un entrepreneur pour pouvoir justement avancer et surtout pas trop se poser de questions, intellectualiser les choses en tant qu'entrepreneur, ça vite ses limites. Et c'est pour ça que les gens qui sont extrêmement analytiques ne font pas forcément les plus grands entrepreneurs. Il faut avoir beaucoup de capacité de pouvoir suivre son instinct et de parfois à faire fi de la raison. La raison aussi qui parfois nous pousse peut-être alors est-ce que c'est de l'ego, est-ce que c'est de la raison ou pas, mais on se dit souvent attention dans notre délire entrepreneuriat ou de projet ou de désir, on embarque aussi une famille, on embarque souvent les gens nous disent il y a la famille, si j'étais seul, j'ai entendu ça 1000 fois, mais si j'étais seul je l'aurais fait, je prends le risque, je m'en fous. Bouffer des patates et puis dormir dans un studio de 20 mètres carrés, ça ne me pose pas de problème. Mais j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un crédit sur le dos, etc. etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il est évident que Est-ce pour qu'on se lance? se lancer et être inconscient, c'est toujours plus facile et mieux lorsqu'on est seul que lorsqu'on a Évidemment. une femme, des enfants, un crédit sur le dos, que des problèmes. Évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Et lorsqu'on se lance, on va embarquer toute sa famille avec soi. Et moi, j'ai pu prendre d'énormes risques, mais entre guillemets, c'était facile parce que oui, j'étais tout seul. Et j'avais cette liberté de pouvoir choisir pour moi-même et me dire, c'est pas grave si je m'écrabouille, j'arriverai à rebondir. Cependant, je suis marié, j'ai eu des enfants en 2008, donc j'ai fait une grande partie de mon chemin entrepreneurial avec une famille. J'ai parfois pris des grands risques et j'ai parfois cru qu'on allait se planter, mais je me disais quand même, c'est pas grave. De toute façon, même si je me plante, j'avais cette capacité, cette croyance et cette confiance en moi que quoi qu'il arrive, j'arriverai à refaire quelque chose. J'arriverai en fait à apporter ce dont le foyer a besoin. Donc, c'est fou cette conviction. C'est des convictions qui sont très fortes et ancrées, bien sûr, ancrées, qui sont peut-être complètement délirantes, mais en tout cas, c'est ça qui me permet de faire, c'est ça qui me permet d'avancer sans trop me poser de questions. Et vous avez jamais cherché à savoir d'où vous venez ça? Est-ce que c'est un truc qu'on vous a inculqué depuis tout petit? Est-ce que c'est On ne l'a pas inculqué parce que mes parents n'avaient pas spécialement une éducation autour de ça, à me dire des choses. Et je me rappelle que très jeune, quand je sais pas, j'avais 12-13 ans, pour moi, il était évident que j'allais réussir. En fait, je savais que j'aurais de l'argent, que j'aurais pas de problème et que je réussirais. C'était évident. C'était une évidence, en fait. Après, je ne sais pas l'expliquer. Qu'est-ce que chacun mettra sa définition de la réussite? Oui, bien sûr. En tout cas, que j'aurais pas de problème d'argent. Non pas que je voulais de l'argent, mais que j'arriverais toujours à me débrouiller. En fait, c'est plutôt ça, que quoi qu'il arrive, j'arriverai toujours à me débrouiller, d'un point de vue professionnel, en tout cas.
alors qu'en même temps, j'étais extrêmement timide, j'arrivais socialement inepte. Mais voilà, j'avais une pédale, j'accélérais, une pédale, je freinais, mais pour moi, c'était très clair. Alors, il y a eu quand même des étapes, parce qu'à l'entendre, Eric, on se dit, voilà, bon, même s'il y a des coups durs, il y a une inondation au premier étage, il s'en est toujours sorti, il a toujours réussi à rebondir. Il y a quand même cette étape où vous avez perdu gros financièrement, quand vous déposez de l'argent dans une banque. Oui, tout à fait. J'avais j'avais choisi une banque en Lettonie. En Lettonie, ouais. Et j'avais déposé tout ce que j'avais et j'ai tout perdu parce que la banque a fait banqueroute. faillite. Exactement. C'est du reste comme ça que j'ai découvert Riga, comme quoi un bien parfois arrive par un mal. Mais oui, mais là encore, je m'en rappelle très bien. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Vous perdez 400 000 francs. Oui, oui, euros. Euros, c'était des euros. Oui, c'était déjà des euros. 400 000 euros. C'était un peu toutes mes économies. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me refaire. Et en plus, j'avais une entreprise qui fonctionnait. Enfin, j'étais loin d'être à la rue. Mais oui, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui auraient été assommées, qui ne se seraient pas remis de ça. Ouais. Pour autant, grâce à mon caractère, j'ai pu dire, bon, ok, pendant ça, ça m'a emmerdé 5 minutes et après, je suis passé à autre chose. Et alors, c'est là où on pourrait se dire, quelle chance vous avez d'être comme ça. D'être comme ça, oui, d'avoir cette nature-là profonde. Vous croyez à la chance comme ça? Moi, je ne crois pas à la chance. Alors, là, c'est peut-être l'ADN, pour moi, c'est autre chose que la chance. Mais oui, je suis né à une époque où tout était possible, je suis né en France. Enfin voilà, on peut se dire quand même que il y a des circonstances qui font que, bien sûr, je suis là et je m'en rends compte. Cependant, la chance, là, on peut me dire, oui, tu as eu de la chance, parce que là, oui, c'est le hasard de la génétique, etc. Mais sur le business, non, je ne crois pas à la chance. Parce que pour moi, la chance, c'est vraiment l'opportunité qui rencontre la préparation. Et donc, la chance, on peut la maîtriser, on peut la créer. Et j'estime que j'ai créé ma chance pendant mes années d'entrepreneur. Je suis toujours très, très impressionné de ça. Et je me dis, c'est une vraie belle philosophie que vous inculquez à vos enfants? Alors oui, j'essaie de leur transmettre évidemment ces idées-là. Et surtout de leur transmettre la nécessité de devoir en fait se créer eux-mêmes et s'affirmer eux-mêmes. Parce qu'ils voient bien qu'on est dans un environnement où il y a de l'argent, ils voient la télé, 300e fortune française, ils disent qu'est-ce que ça veut dire, donc je suis obligé de leur expliquer. Quel âge ils ont là maintenant? Alors ils ont 11, 15, 16, ça y est. Donc ils sont quand même en âge de comprendre. Ah ouais. Mais assez tôt, je leur ai dit qu'ils seraient déshérités, c'est-à-dire qu'ils n'auraient rien. J'ai fait le choix de leur expliquer qu'ils ne pourraient pas compter sur l'argent familial et qu'ils devraient se faire eux-mêmes, qu'ils devront faire des études, trouver un boulot, peu importe, même s'ils sont plombiers, je m'en fiche, je n'ai pas d'attente particulière. Tout ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie. Et je dis que la pire des choses qu'on peut offrir à un enfant, ses enfants, c'est de leur dire, t'inquiète pas, tu auras tout ce que tu veux, voilà, tous ces millions, ils seront à toi plus tard. Oui, mais ils sont vous les avez protégés. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand vous dites je les ai déshérités, de toute façon... Alors en droit français, on ne peut pas déshériter ses enfants. Mais bon, ils n'ont pas encore pris d'avocat. Mais c'est une question de mindset. Oui, c'est ça. Ok, on est d'accord, j'ai compris. Okay. Et j'ai pas l'intention de mourir. J'ai pas l'intention de mourir demain. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes là quand ils ont besoin. Vous êt là, vous faites. Mais là, ils ont évidemment. Vous faites payer les études, les machins, évidemment, etc. Évidemment. Non, mais je veux dire, voilà, demain, il y en a un qui vous dit, papa, je veux m'engager dans une entreprise, je veux monter un business sur ce truc-là. Vous misez. Je regarde ce qu'il veut faire d'abord. Évidemment, mais vous serez là pour miser. Je miserai pas automatiquement. Parce que si c'est nul, je ne le ferai pas. Mais si demain, ils me disent, papa, je veux m'acheter une Porsche, je dis, alors là, proche-toi, travaille. Bien sûr que non. Donc, il faut toujours trouver le bon équilibre entre, évidemment, là, bien sûr qu'ils ont plein de choses, bien sûr. Mais surtout pas les pourrir et tout le temps leur rappeler que, attends, c'est pas parce qu'on a de l'argent, que tu es dans une famille qui a de l'argent, que tu es mieux que les autres, que tu es au-dessus des autres. Tu dois te rappeler, en fait, que tu es un humain, que tu bénéficies effectivement de circonstances favorables, mais qu'ensuite, tu devras te faire parce que tu es et ce que tu fais. Et je veux, oui, par l'éducation et ce que je transmets à mes enfants, ne pas en faire des petits cons. Bon, collégien, lycéen, ça va, ça assure? Oui, ça va. C'est pas... tout va bien, rien de spécial. Bon. Oui, mais j'ai pas de problème. Bon. Ils sont bien, enfin, je veux dire, voilà. Ils ont cette envie d'entreprendre des choses, ils pensent déjà, je pense notamment à celui qui est le plus âgé. Alors, pour l'instant, la plus âgée, non, l'entrepreneuriat, non. Celle qui est au milieu, elle veut créer son entreprise, parce qu'en fait, elle
C'est cette notion de liberté, en fait, elle comprend qu'elle pourra faire un petit peu ce qu'elle Elle veut. veut où elle veut, le Voilà. petit côté un peu nomade parfois qu'on peut Exactement, avoir. et puis le plus petit qui a 11 ans, il va être youtubeur. Alors, C'est peut-être pas le meilleur choix, mon gars. non, mais je lui ai dit Ça. surtout, c'est beaucoup de travail. Et En puis- fait, je pense qu'il croit que c'est facile, Mm. que c'est super, pas besoin de travailler. Je lui ai dit, attends, je crois que tu n'as pas compris. Mm. C'est énormément de À travail, moins qu'il ait un talent particulier. mais même s'il a un talent, il va devoir travailler. C'est sûr. Et Non, mais je c'est veux sûr, dire, c'est même sûr. aujourd'hui, quand on voit la qualité de ce que l'on voit aujourd'hui, même avec du talent, c'est beaucoup de travail. C'est vrai. Hein, vous avez du talent, vous avez bossé pour... vous n'êtes pas arrivé les mains dans les poches. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Donc non, c'est beaucoup de travail. Et donc oui, mais bon, on verra. On verra. On verra. Mais enfin, s'il veut être youtubeur, il n'y a pas de problème. Par contre, il pourra bosser. C'est pas moi qui vais lui acheter ses abonnés. C'est pas moi qui vais C'est faire ça. la promotion de sa chaîne. C'est ça. Donc il devra se faire par lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le système éducatif français est un système qui valorise justement toutes ces générations et qui fait... Je sais que c'est un sujet délicat et compliqué quand on aborde ce genre de truc, mais j'ai vraiment le sentiment, quand on regarde notamment... on fait un comparatif avec des systèmes scolaires canadiens, par exemple, où on va passer 50 minutes sur le positif et 10 minutes sur le négatif, alors qu'on dit qu'en France, c'est tout l'inverse. On va passer 50 minutes sur le négatif et 10 minutes sur ce qui est de bien. Un sujet compliqué là-dessus. Moi, par rapport à l'éducation française, moi, ce que je regrette surtout, c'est en fait le nivellement par le bas, la complexité de pouvoir finalement avoir des enfants qui savent lire, écrire, compter. Déjà, rien que ça, c'est difficile. Est-ce que ça vient de la méthode? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça fonctionnait un petit peu mieux. Mais oui, moi, je suis assez inquiet d'une manière générale, en fait, du système éducatif français. Mais avant de commencer à réfléchir, à comparer les plus et les moins d'une approche plus humaniste, plus basée sur la positivité, etc., c'est vraiment se dire qu'aujourd'hui, je pense qu'énormément de parents sont inquiets, se dire, mais en fait, mais qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école et c'est le bordel et c'est le bazar. Vous pourriez sortir vos enfants du système scolaire pour qu'ils aient un système scolaire autre, si ça se trouve, ils y sont déjà. Ah, c'est ce que j'ai fait. Ah ben voilà. Bah C'est-à-dire voilà. que Ok, bah moi, voilà. j'ai eu la chance, bien sûr, Oui. avec les moyens financiers que Bien j'ai, sûr, de bien pouvoir sûr. faire l'école à la maison Ah ben voilà. et de pouvoir leur donner des tuteurs. Alors, évidemment, ce qui n'est pas cool, c'est l'aspect social. Donc, c'est pour ça que on fait ça, puis ensuite on arrête et après, oui, ils reviennent dans le système classique, mais plus privé, on va dire. Mais bien sûr, moi, j'ai fait ce constat et donc, encore une fois, action. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai mis en place mes propres solutions. Et moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Tout le monde ne le C'est peut sûr. pas. Et j'avais même réfléchi, hésité à dire est-ce qu'un jour, je devrais créer une école humaniste basée sur... Et je me suis dit non, parce que je pense que c'est pas là où j'ai envie d'aller. J'ai pas cette mission. Parce que là, il faut vraiment être porté par une mission pour faire ça. Par contre, je suis certain que si je le faisais, ce serait un excellent business. Parce que ça, l'éducation, c'est un énorme business. Sûr. Et du reste, j'ai une école de mes AlgoSup, mais qui forme des développeurs en 5 ans. Donc, c'est école supérieure. Du côté de Vierzon. Côté de Vierzon, oui, tout à fait. Absolument, absolument. Oui, il y a un incubateur aussi. Il y a aussi un incubateur qui s'appelle le incubateur. BCube Village by CA avec des c'est ça. startups. Donc, on développe à Vierzon tout un écosystème. C'est avec là-bas cette qu'on aurait école. dû aller s'installer pour faire la chaîne. Oui, c'est très sympa, mais, mais je pense que Vierzon fait partie plus effectivement des villes du futur où il se passe beaucoup de choses. Ouais. Parce que là, pareil, il y a beaucoup de choses à rattraper. Il y a une revanche à prendre et donc beaucoup de motivation. Vous jouez encore au poker? Non, j'ai arrêté en 2010 à peu près. Aussi, c'était une dérive aussi à un moment donné, non? Une dérive. Non, Non, pas une dérive, mais enfin, vous En tout cas, ça a été, avez été piqué par ça a le été un poker. hasard de la vie. Je pense que c'est en 2007, je me suis assis dans un tournoi de poker par hasard dans un casino de Riga. Et oui, j'ai été piqué par le jeu. J'ai trouvé tellement proche de la vie, très intéressant avec la capacité en fait de pouvoir apprendre énormément de choses. On dit le poker, il faut 5 minutes pour comprendre les règles, mais une vie pour en maîtriser le sujet. Et encore, je pense qu'une vie ne suffit pas. C'est un des rares jeux qui n'a pas été résolu. On ne peut pas avoir une intelligence artificielle aujourd'hui qui sait parfaitement jouer au poker. Ça n'existe pas, c'est trop complexe. Et en tout cas, j'ai été vraiment, oui, mordu et j'ai voulu aller au bout et devenir le meilleur dans ce jeu. Et donc, j'ai évolué. Et à un moment, pendant 2 ans, j'ai pratiquement été joueur de poker professionnel. Jusqu'à Vegas?
Ouais, j'ai fait championnat d'Europe, 6e, championnat du monde, bon, j'ai pas réussi grand-chose. Mais bien sûr, oui, Bruel aussi a fait les championnats du monde. Ah, bien sûr, et je crois qu'il a un titre de Il champion a, du il a un monde. titre de champion du Bien monde dans sûr, sa il y a des catégorie. Français, Ouais. il y a des Français qui sont très bien débrouillés. Ah, donc j'ai eu ma petite période poker de 2 ans. Où Vous avez beaucoup perdu? Non, 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 j'ai plutôt gagné. Vous avez gagné? J'ai gagné un demi-million d'euros. Mais il y a des frais aussi, donc voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Mais en tout cas, oui, ça s'est bien passé. J'ai pas arrêté parce que j'ai beaucoup perdu. J'ai arrêté parce que c'était trop d'émotions négatives. Ok. C'était trop dur. Même la résilience, en fait, nécessaire pour un joueur de poker dépassait ma capacité, en fait, d'absorption. Ouais. Par contre, j'ai appris énormément sur l'entrepreneuriat et les années poker m'ont beaucoup servi par la suite. Vous avez une vie passionnante, moi je trouve. C'est plein d'enseignements. Je trouve que c'est très constructif tout ce que vous nous racontez. Et alors on pourrait se dire qu'aujourd'hui vous vous êtes mis au vert. Oui, Comment vous l'appelez? Votre soft life? Non, c'est pas Slow ça? life. Slow life. La slow life. La oui. slow life. Ouais, à partir de 2019, Vous avez j'ai quitté mes fonctions opérationnelles chez Ledger et oui, je suis passé en slow life. Je me suis installé au cœur de la Sologne, dans une forêt. Je me suis mis à couper du bois. Je pense qu'après des dizaines d'années d'entrepreneuriat où je bien m'étais sûr. donné à fond, où j'avais brûlé aussi un petit peu en fait, bien mon énergie vitale, j'avais besoin de me reconstruire, de me retrouver. Et quoi de mieux qu'être au milieu de la forêt pour ça? Aujourd'hui, vous êtes acheté un beau tracteur. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ouais, j'ai un très beau tracteur. Vous J'adore. coupez du bois. Vous Du faites, bois, ouais. Jusqu'aux réflexions de vos enfants qui disent mais qu'est-ce que tu fais, papa, tu travailles pas en fait. Ah bah ouais, parce que Ils ont dû ils vous ont vu voir une par bons différence. et par beaux en Ouais, permanence. c'est ça. En fait, il y a eu une vraie cassure en 2019. Alors, pour le coup, ils sont contents, hein, mais Ah oui. il y a eu un petit temps d'adaptation parce qu'ils se sont demandé en fait ce qui m'arrivait. Et j'ai donc eu cette chance aussi de pouvoir voir mes enfants grandir. Alors qu'avant, j'avais quand même tout sacrifié pour l'entreprise parce que c'est ce que je voulais, hein, et c'était un choix conscient. Mais parce que l'entrepreneur sacrifie toujours tout, hein, pour son entreprise. L'entrepreneur est un égoïste, hein, de ce côté-là. Mais là, j'ai pu finalement recoller les deux bouts. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez eu de la chance? Ah, si je dis non, on va me prendre pour un gros con. Mais bien sûr, d'un point de vue sémantique, on peut dire que j'ai eu de la chance. Mais bien sûr, la vie est géniale, j'ai réussi beaucoup de choses, j'ai des enfants, tout va bien, je suis en bonne santé. Donc oui. Et d'un autre côté, je ne crois pas à la chance. Donc, je considère qu'une grande partie de la réussite vient du travail, J'ai de la bossé pour ça. résilience. J'ai bossé pour ça. Alors oui, j'ai sûrement été favorisé par le hasard ou les choses. Je ne vais pas le nier, parce que si je vais le nier, on va dire, mais Eric, franchement, pour qui tu te prends? Mais je ne veux pas croire à la chance. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu des décisions, des moments très difficiles, j'ai bossé. Et tous ceux que je connais qui ont réussi, ils ont bossé. Et donc, il n'y a pas de... parfois, la vie secret. est injuste. Parfois, il y a des gens qui bossent et qui n'y arrivent pas, hein. Je ne veux pas dire que c'est tout le temps une belle histoire qui se termine bien. La vie est injuste. Pour moi, elle n'a peut-être pas peut-être été juste. Je ne sais pas quoi dire. Mais oui, il y a eu beaucoup de travail. En tout cas, oui, bien sûr que on me demande, oui, je suis chanceux, je suis heureux. C'est sûr, donc je ne vais pas dire le contraire. Quelle est votre définition du bonheur? La liberté. La liberté. La liberté de pouvoir faire ce que je veux. La liberté de pouvoir dire non. C'est important. Et même, j'ai dû apprendre à dire non. Et aujourd'hui, je peux dire non. Je peux dire rien à foutre. Et c'est ça la liberté absolue qui est apportée par l'argent, évidemment. Et c'est ça le moteur de la du bonheur et de la liberté, c'est l'argent. Mais le bonheur n'est pas l'argent. Oui, Il parce permet d'avoir cette liberté. On va tout de suite faire le raccourci, hein, de la question que tout le monde s'est déjà posée Oui, 5 millions de fois. Est-ce que fait l'argent fait le bonheur ou pas? Alors, il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui peuvent se dire Voilà. que oui, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue énormément, mais l'argent est un moteur de liberté. Et c'est la liberté qui fait le bonheur. C'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir décider, de pouvoir protéger ma charge mentale, de pouvoir protéger celle de mes proches. Et ça, c'est une liberté. Cette liberté, elle a une valeur absolument énorme. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être heureux et d'avoir atteint le succès d'une certaine façon. Bon, votre épouse vous a à la maison en permanence maintenant, vos enfants aussi. Oui. Elle est contente. J'espère. Et vous avez même fait un fonds d'investissement avec elle, c'est ça? Un fonds de dotation. Un c'est fonds pas de pareil, dotation, tout à fonds de fait. dotation. Un fonds de dotation, le fonds Eric et Yvetta Larchevêque, oui, donc mon épouse, où on soutient des projets qui permettent de faciliter la culture scientifique dans la région centre, là où je suis. Donc, on finance des initiatives autour des maths, de la science, pour essayer de créer des ambitions, pour essayer de faire en sorte que les jeunes aient accès à des outils qui vont leur donner
une vision sur le futur et leur dire ben, moi aussi je veux être ingénieur, moi aussi je veux faire ça, ça m'intéresse. Donc oui, voilà, c'est un fonds de dotation qui s'occupe de ça. Dans 30 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Que l'on dise de vous? J'espère qu'à Vierzon, il y aura une place Éric Larchevêque et pas une impasse. La symbolique est belle. L'image est belle. Merci infiniment, Éric. Merci beaucoup. Merci, c'était passionnant de vous écouter. Je rappelle, cet ouvrage, c'est aux éditions M6 Éditions. Voilà, c'est ici. Et pour tous ceux qui ont envie et qui ont cette foi, cette envie et qui brûle à l'intérieur, et je sais de quoi je parle, entreprendre pour être libre. Voilà, c'est donc Éric Larchevêque, les émissions. On en est où dans les émissions, là? Là, ce sera la 5e saison, tournage en septembre. Donc tout entrepreneur qui écouterait là la chaîne peut aller venir se présenter et participer au casting. Vous savez que c'est un de mes plus grands rêves. De venir pitcher? Ah ouais. Ah bah il faut venir. Je rêve de ça. Et plusieurs fois, je vous assure, je me suis retrouvé dans la salle de bain face à ma glace en me disant, ils sont là. Ils sont là? Vas-y, balance. Ah bah le casting est ouvert. Faut pas se poser de questions, faut pas réfléchir, Action. faut y aller. Action. Action. Exactement. Action. On va faire ça. Merci infiniment, Éric. Merci beaucoup. Vous commentez, partagez, vous vous abonnez parce qu'on a besoin de vos commentaires pour construire toutes ces émissions. À très bientôt.